Alors, le professeur Luc Soler est diplômé de l'École des hautes études en informatique de l'Université de Paris 6. Il a été major de la promotion du magistère en 1994 et il a obtenu son doctorat informatique en 1998 et son mémoire de thèse présentait les premiers outils de segmentation automatique du foie et de ses territoires vasculaires à partir d'images médicales. Depuis 1999, il est directeur de projet de recherche en informatique et robotique à l'Institut de recherche contre les cancers de l'appareil digestif, c'est l'IRCAD de Strasbourg. En octobre 2000, il rejoint l'équipe chirurgicale du professeur Maresco, que nous avons entendu lors du premier séminaire, en tant que professeur associé à l'Université de médecine de Strasbourg. En juin 2013, il a ajouté à ses nombreuses responsabilités la direction du département de R&D de l'IHU de Strasbourg. Et depuis juillet 2013, il est par ailleurs devenu cofondateur et président de la société Visible Patient. Alors, ses principaux domaines d'intérêt sont le traitement d'images médicales, la modélisation 3D, la réalité augmentée et virtuelle, la robotique chirurgicale et l'anatomie abdominale. Ses travaux et son équipe ont été récompensés par de nombreux prix. Merci Nicolas. Donc, bonsoir à tous. Je voulais remercier Nicolas pour cette invitation. Ça fait longtemps qu'on travaille ensemble. C'est lui qui m'a mis le pied à l'étrier en me permettant de faire d'abord un stage et ensuite un doctorat. Et donc, c'est aujourd'hui pour moi un moyen aussi de le remercier d'avoir fait ce pas à l'époque. Et par mes travaux, j'espère lui rendre un bel hommage et le remercier pour ce qu'il a fait pour moi à cette époque-là et ce qu'il a continué à faire en travaillant ensemble. Alors, je vais vous présenter en fait une application assez concrète de la réalité virtuelle au sein de l'Institut de recherche de l'IRCAD, donc contre les cancers de l'appareil digestif. L'objectif, c'est vraiment d'appliquer la recherche aux patients de façon à lui permettre d'être mieux guéri. Vous l'avez compris, la chirurgie a beaucoup évolué. Elle a évolué en même temps d'autres méthodes ont évolué, comme l'automobile. Et si vous regardez en fait ce qui s'est passé, on a réduit d'abord les incisions et ensuite on a robotisé la chirurgie. Et en parallèle, l'automobile a réduit la dimension des véhicules et a robotisé les véhicules. La différence entre les deux mondes, en fait, elle n'est pas si grande que ça. Dans les deux cas, on essaye d'être plus précis et de prendre moins de risques dans le cas de la voiture pour le pilote et les personnes qui l'accompagnent, et dans le bloc pour le patient. L'un des éléments que vous utilisez certainement tous aujourd'hui dans le véhicule, c'est le GPS. Et on se dit, pour le chirurgien, pourquoi on n'aurait pas un GPS aussi qui nous aiderait, qui aiderait le chirurgien finalement à atteindre la cible, la tumeur, le vaisseau, la structure pathologique finalement? Pourrait-on faire ce type de GPS pour le patient? Alors la réponse, vous l'avez compris avec les différents cours qui ont été présentés, c'est bien sûr oui, mais avec des différences importantes. Pour faire un GPS, il faut faire une cartographie. En l'occurrence, on va parler de la Terre, pour être général, on va cartographier notre planète. La petite différence avec les patients, c'est que s'il y a une seule planète, il y a 7 milliards d'habitants. Évidemment, faire une cartographie de 7 milliards d'habitants, ça pose des petits soucis quand même organisationnels. Tous les patients sont différents, il y a des ressemblances certes, mais ils sont tous différents. Pour faire une cartographie de la planète, on envoie des satellites autour de la planète. Eh bien, pour faire une cartographie d'un patient, on met en quelque sorte des satellites autour du patient. C'est le principe de l'imagerie médicale. Cette imagerie, cette vue satellite, va permettre d'extraire des données utiles. Il est important de comprendre qu'aujourd'hui, donc, on part d'une image médicale qui va être fournie au praticien. Le seul problème, c'est que le praticien, pour en extraire l'information utile, il est un peu limité, il a des difficultés, et c'est pour ça que sont développés des logiciels qui vont permettre de dépasser ces limites. Prenons un exemple concret. Ce que je vous montre là est un véritable patient, et ce patient, en fait, vous voyez, il a à l'intérieur du foie, ici vous avez le foie, une pathologie. Cette pathologie, elle est ici, c'est un cholangiocarcinome. Alors vous voyez déjà, pas facile à voir, c'est du gris parmi du gris. Comment dissocier ça du reste? Pas très simple. Au niveau anatomique, ça se complique. Quand on voit une image comme ça, le praticien, le médecin, il va ici repérer la vésicule biliaire du patient et on a un repère anatomique connu qui permet de dire que la vésicule biliaire sépare le foie gauche, que vous voyez ici, du foie droit. Ça, c'est la théorie. Malheureusement, chez ce patient, ce n'est pas le cas.
Alors, en partant de ce repère théorique, on en déduit que la tumeur que l'on voit ici, elle est dans la partie droite du foie et que la partie gauche, elle, n'est pas touchée. On en conclut qu'il va falloir donc découper la partie droite du foie. Et en découpant cette partie droite, on se rend compte avec la volumétrie, si on reconstruit en 3D le volume du foie, eh bien, qu'il n'y a pas assez de volume restant. Et ce qu'avait donc proposé l'équipe médicale, c'était donc d'abord de bloquer la vascularisation veineuse à la droite du foie, ce qui va avoir comme effet immédiat de faire pousser le foie gauche, on appelle ça une embolisation porte, et d'attendre quelques mois avant de découper le foie droit. Donc patient non opérable immédiatement, première intervention, entre les deux on va mettre 2 à 3 cours de chimiothérapie, et deuxième intervention pour opérer le patient. Ça c'est ce qui était prévu. Quand on a une image comme ça, la première façon de la voir en 3 dimensions, sans faire de segmentation, c'est de faire ce qu'on appelle un rendu volumique. Ce que vous voyez ici, c'est un rendu volumique direct. Il permet d'afficher l'image avec des jolis rendus. Malheureusement, ça ne va pas suffire à notre bonheur parce qu'ici, on n'a pas la vision de la pathologie et on a du mal à bien voir les vaisseaux. Pour s'en sortir, on passe par la segmentation, qui a été donc présentée dans les cours précédents. Et vous voyez ici le principe de la segmentation. Ça va être de colorer les structures anatomiques utiles pour la décision thérapeutique. Les couleurs que vous voyez à l'intérieur du foie, ici, ce sont des territoires vasculaires. Concrètement, imaginez un arbre, vous avez des branches, vous coupez une branche, toute une partie des feuilles va mourir, c'est celles qui sont accrochées à ces branches. C'est ça le territoire vasculaire, c'est la même chose. Et ces territoires vasculaires représentent des zones que l'on va pouvoir découper sans atteindre les autres régions. L'objectif, c'est évidemment de découper les zones malades. Ici, chez ce patient, l'erreur qui était commise au niveau de l'image était liée au fait que chez ce patient, la vésicule biliaire que l'on voit ici, si j'enlève que l'on voit ici en vert, elle est située à un endroit qui n'est pas habituel puisqu'elle est située dans ce creux ici qu'on appelle la fissure ombilicale et qui normalement sépare le foie droit du foie gauche. Non, pardon, le lobe droit du lobe gauche. Vous voyez, même en le disant, c'est compliqué. Parce que, en fait, le lobe droit et le lobe gauche, ça n'a rien à voir avec le foie droit et le foie gauche. La différence, elle est vasculaire, elle est donc topologique. On va simplifier le discours en montrant tout simplement ça avec des images en couleur et en 3D. Je retire en vert ici le réseau biliaire. Donc vous voyez, il y a beaucoup de vaisseaux dans le foie, vous comprenez pourquoi c'est complexe. Et en plus, normalement, le foie, il n'est pas transparent. Là, il est transparent pour le virtuel, mais normalement, il est comme ça. Donc, ça complique évidemment la donne. Ici, on voit très bien la tumeur en 3D. Et ce que l'on voit très nettement, vous avez ici le tronc porte qui rentre dans le foie et qui sépare en une branche gauche et une branche droite. Et on voit très nettement que la tumeur est le long de la branche gauche. Ce qui signifie que, sur le plan vasculaire, cette tumeur est à gauche et pas à droite. Et donc, quand on décide qu'on va découper le foie droit, on fait une erreur. À quoi est due cette erreur? Eh bien, normalement, cette tumeur, elle est localisée sur le plan géométrique à la droite du foie et elle devrait être alimentée par une branche qui devrait partir d'ici et qui n'est pas présente chez ce patient. Cette variation anatomique est présente dans un cas sur 1000, vous voyez que c'est très rare. Chez ce patient, ça lui sauve la vie si on a le modèle 3D. Si on ne l'a pas, eh bien malheureusement, le patient ne pourra pas être sauvé parce qu'on aura fait une erreur de diagnostic. Vous voyez là l'importance d'avoir une cartographie avant l'opération sur un cas concret, un cas réel d'un patient qui a pu être opéré grâce à cette méthode. Maintenant, on va voir l'erreur qui a été produite. Ici, je vous montre 2 segments, c'est-à-dire 2 territoires vasculaires du foie droit qui sont sains, qui ont leur propre alimentation artérielle, on le voit ici, qui n'est pas envahie par la tumeur, on peut le voir en zoomant. Vous voyez ici, je vais très près et je vois que l'artère n'est pas touchée par la tumeur, chose essentielle pour pouvoir préparer l'acte. Ça, ce sont les 2 territoires du foie droit. Et l'erreur, c'était de considérer ce territoire comme appartenant au foie droit. Il est localisé à droite, mais il est vascularisé par la gauche. C'est donc un territoire du foie gauche. Vous voyez en couleur, c'est beaucoup plus facile à comprendre. C'est un des éléments importants de ce que permet la cartographie. Je peux expliquer facilement au patient ce que sera sa pathologie et ce que sera sa thérapie. Et le patient devient donc un acteur de sa thérapie, ce qui est toujours meilleur en termes de thérapie quand le patient est acteur. Difficulté, comment obtenir cette image 3D en routine clinique? On peut vendre des logiciels aux cliniciens. Le clinicien, le chirurgien, n'est pas informaticien et il a du mal à utiliser ce type de logiciel de traitement d'image.
La solution qu'on a proposée au niveau de l'IRCAD, c'est de créer un service qu'on a appelé le Visible Patient. D'abord, c'était un service interne à l'IRCAD, et ensuite, on en a créé une société. Et ce service renvoie en retour de l'image qui lui est envoyée le modèle 3D. Résultat, le chirurgien ne perd pas de temps à faire ce traitement. Il est fait dans un service spécialisé qui va permettre d'optimiser la reconstruction proposée. Ensuite, il va pouvoir visualiser le résultat sur n'importe quel ordinateur et l'utiliser au bloc, comme vous l'a montré précédemment Nicolas. Alors, vous voyez ici les éléments essentiels pour obtenir une bonne segmentation. On a, vous l'avez compris, en imagerie médicale, plusieurs types de modalités d'acquisition. Dans le cadre du foie, si on veut bien voir le réseau biliaire, il faut faire une IRM, qu'on appelle un cholangio IRM. Il faut faire un temps artériel, qu'on va faire avec un scanner parce qu'on aura plus de précision. Il faut faire un temps veineux. On a donc 3 images d'un même patient. De ces 3 images, on va pouvoir extraire les informations utiles, mais au final, je n'ai pas 3 patients, j'en ai qu'un seul. Or, évidemment, entre chacune de ces acquisitions, le patient a bougé, notamment entre l'IRM et le scanner, et donc la position, la forme du foie aura varié. Il suffit que le patient respire un tout petit peu différemment, qu'il bloque sa respiration avec un volume différent dans les poumons, et tout aura changé. D'où la nécessité de faire le recalage, élément essentiel dont vous a parlé aussi le professeur Ayache. Il est essentiel de pouvoir faire ce recalage de façon à fournir un seul patient. Au niveau du service Visible Patient, aujourd'hui, on peut proposer cette modélisation pour n'importe quelle partie du corps humain. C'est tout l'intérêt. Pas besoin d'avoir à acheter un logiciel pour chaque structure. On s'adresse à un guichet unique, on demande la reconstruction qui nous intéresse et on obtient le clone numérique géométrique, je précise bien, du patient. On n'a pas les modèles mécaniques. Ici, on n'a que le modèle géométrique extrait de l'image. On peut utiliser ça sur un ordinateur multimédia. C'est essentiel parce que dans la pratique, les chirurgiens ont leur ordinateur, Macintosh pour la grande majorité d'entre eux, PC pour d'autres, ce qui veut dire que, évidemment, on ne va pas pouvoir leur fournir un logiciel en Linux, qui est en général ce qu'on développe dans les services de recherche. Il faut s'adapter au client et donc à l'utilisateur final. Ensuite, on va visualiser ça sur des ordinateurs plus simples encore, le téléphone ou la tablette. Vous pouvez télécharger, c'est gratuit, c'est une application qui s'appelle Visible Patient sur le Google Play ou sur l'Apple Store. Il y a plus de 40 cas cliniques disponibles pour visualiser. Ça marche très bien sur ce type d'appareil. Et puis, plus récemment, on travaille avec une société qui s'appelle Alioscopy, qui nous permet aussi d'afficher ça en 3D sans lunettes, avec 8 angles de vue, ce qui donne une impression de sortie d'écran de l'image, et donc réellement une immersion dans ce modèle 3D. Le patient virtuel en 3D devient vraiment un clone devant nous sur lequel on va pouvoir travailler. La tablette, on l'utilise notamment au bloc, parce que vous voyez qu'avec les tablettes actuelles, on peut les envelopper dans un plastique pour garantir la stérilité, et on peut avoir des gants, et ça continue à marcher. Et ce principe-là est très important, parce que le chirurgien ici, on ne le voit pas, mais sous ses mains, il y a le patient qui est ouvert pour une opération, et il se repère avec cette anatomie virtuelle. Et là, on arrive aux limites de ce qu'on peut faire avec la réalité virtuelle. On a une image virtuelle, et on a une image réelle. Et ce que fait le chirurgien dans sa tête, c'est qu'il est en train de mélanger les deux images, il est en train de les fusionner pour faire une vue de réalité augmentée. Et c'est ça qui est intéressant pour le praticien à terme, c'est de lui fournir cette vue directement. Alors, il le fait mentalement, forcément, il y a des imprécisions. Quand on va le faire, nous, automatiquement, on va aussi avoir des imprécisions. L'objectif, c'est de les réduire au minimum, ces erreurs, de façon à être le plus précis possible. Et dans le bloc du futur, ça sera réellement un élément prédéterminant d'un succès d'un acte opératoire. La difficulté, je pense que vous l'avez compris, c'est le problème du recalage. J'ai mon image réelle, j'ai mon image virtuelle. Comment la déplacer pour la mettre au bon endroit? La mettre au bon endroit, c'est le recalage. Et ce n'est pas uniquement en 2D, comme on le voit là sur 2 images, c'est en 3D, parce que le patient est 3D. Et je dirais même c'est en 4D, parce qu'en plus il respire, c'est ce qu'on verra un peu plus tard. Au tout début, on a commencé, comme vous le voyez là, en utilisant des repères simples à trouver, les côtes. Et on a fait cette première publication en 2004 dans le journal JAMA, et on a pu montrer que ce premier recalage était déjà très intéressant. Mais vous voyez que pour le réaliser, on avait besoin d'un opérateur à distance qui venait interagir sur le modèle virtuel pour le placer au bon endroit. Pendant l'opération, on pouvait, grâce à ça, superposer l'image virtuelle sur l'image réelle. C'est ce que vous voyez là sur l'acte opératoire.
Pendant l'intervention, le chirurgien va avoir une colorisation virtuelle de ses organes grâce à cette fusion entre l'image virtuelle et l'image réelle. La limite, eh bien, c'est que pour faire ça, il y a un opérateur derrière qui déplace avec sa souris son modèle 3D en utilisant des repères visibles dans l'image. En clair, il utilise son cerveau pour repérer des structures anatomiques, il connaît les mêmes structures sur le modèle virtuel et il va les apparier pour les mettre en correspondance. Quand le patient bouge, il va devoir bouger. Malheureusement, ce système est donc opérateur dépendant. Ça marche très très bien, mais c'est des opérateurs dépendants. Ensuite, on a voulu accentuer, ça c'est beaucoup plus récent, c'est les travaux réalisés en 2012. On a voulu faire la même chose en combinant ça avec la partie robotique et en permettant une vue en stéréo, cette fois-ci avec une perception de la profondeur. Alors vous voyez ici la planification préopératoire, où on découpe, et là le placement des outils. Vous voyez que l'intérêt pour le placement des outils, surtout en robotique c'est important, c'est de pouvoir avoir le placement idéal par rapport à l'anatomie propre du patient. Sur ce patient-là, par exemple, on est descendu à 2 cm en dessous de l'ombilic. Normalement, on se met à l'ombilic la caméra, mais grâce à la vue en transparence virtuelle, on s'est rendu compte que si on mettait à l'ombilic, on était trop près de l'organe pour opérer, donc on est descendu à 2 cm en dessous. Quand on place les outils, vous voyez ici, on les place d'abord de façon virtuelle grâce à la vue de réalité augmentée, et ensuite, on va placer les vrais instruments sur le patient. Au niveau de l'acte lui-même, eh bien, le chirurgien va pouvoir avoir cette vue en superposition. C'est à nouveau une réalité augmentée interactive et c'est un recalage rigide. L'organe virtuel qu'on avait modélisé avant l'opération n'est pas déformé pendant l'opération, il est simplement déplacé, ce qui est évidemment limitant par rapport à la qualité de ce qu'on peut espérer. Mais ça marche très bien parce que le chirurgien opère de façon locale et pas de façon générale le foie. Il va faire des actes sur des zones réduites et de façon locale, on peut considérer qu'on a un recalage rigide efficace. Là où ça va devenir compliqué, c'est quand il va commencer à découper, ce que l'on voit ici, puisqu'il faut être aussi capable de découper le modèle virtuel. Et là, on utilise nos logiciels pour, en même temps que le chirurgien va réaliser sa découpe, faire la découpe virtuelle. Et cette découpe virtuelle va être appliquée, c'est un changement donc, du genre ici au début, et ensuite de la topologie de la structure, en ayant 2 structures séparées. Alors, ça marche à nouveau bien si l'opérateur maîtrise à la fois la lecture de l'image médicale et la lecture de l'image virtuelle. Pour éviter d'être utilisateur dépendant, eh bien, évidemment, il fallait aller plus loin et proposer des choses plus intéressantes. Il faut notamment permettre la déformation des tissus. Et il faut permettre un recalage automatique qui soit donc non rigide pour que ça puisse être à terme utilisé en routine clinique. Alors pour faire ça, on a d'abord travaillé sur la partie recalage automatique. Vous voyez ici, on extrait la peau grâce à ce qu'on appelle de la lumière structurée. Et cette extraction de la peau permet d'avoir une reconstruction surfacique de la peau. Et on va recaler le modèle de la peau avec le modèle de la peau du patient pour ensuite les combiner à l'image virtuelle. Alors c'est compliqué parce que le patient respire. Et ce qui a pu être démontré grâce à la thèse d'Alexandre Stettler, très faite en partenariat entre l'équipe de l'IRCAD et l'équipe de Nicolas Yash à Sophia Antipolis, c'est qu'en dessous du diaphragme, on a des tissus non compressibles. Et donc le volume va rester constant. Quand vous respirez comme ça, là, comme je suis en train de faire, comme vous faites tous, parce que sinon il n'y aurait plus personne dans la salle vivant, eh bien, quand on respire, sous notre diaphragme, le volume reste constant. Et ça, c'est une information très utile. Parce que quelle que soit votre respiration, ça restera constant, ce volume. En analysant la forme 3D de l'abdomen, je vais donc être capable d'en extraire un volume et d'analyser finalement la variation de volume à partir simplement d'un déplacement de la surface ici visible. Et on va en déduire le déplacement du diaphragme. C'est une simulation temps réel qui va donc être appliquée, qui va nous permettre de déformer les structures à l'intérieur par un champ de déformation appliqué sur la totalité de l'image. On peut appliquer ce champ de déformation sur l'émaillage, comme vous le voyez là. On peut l'appliquer sur l'image médicale et créer une image virtuelle 4D à partir d'une image 3D. Donc, ces patients spécifiques, c'est automatique, ça permet de faire une réalité augmentée avec de la déformation. Alors, on se dit, quand on voit ça, pourquoi pas appliquer ce même principe à l'intérieur du patient ? Difficulté, être capable, comme on le voit ici, d'extraire la surface des organes. Là, on a pu le faire grâce à la lumière structurée. Comment le faire à l'intérieur?
À l'intérieur, en plus, se pose un autre problème. C'est qu'on va gonfler le patient pour faire l'acte de chirurgie mini-invasive avec du gaz. Or, ce gaz, lui, il est compressible. Et donc, l'hypothèse initiale de tissu non compressible sous le diaphragme va être perdue au moment où je vais passer à la chirurgie laparoscopique. Autre problème, le chirurgien qui aime bien nous amuser avec nous et nous taquiner, s'amuse à bouger la table vers le bas pour faire descendre l'estomac, pour faire descendre surtout l'intestin et le côlon et dégager le foie de façon bien meilleure pour opérer. Et en faisant ça, évidemment, tout a bougé et les tissus mous qui étaient au début à côté du foie sont descendus beaucoup plus bas. Bref, on se retrouve avec un patient qui n'a plus du tout la configuration qu'on avait au début. Pour résoudre ce problème, l'idée, c'est d'utiliser l'imagerie pair-opératoire. Ici, le Zygo de la société Siemens. L'avantage de ce système, c'est qu'on peut faire une acquisition 3D en temps réel, en 5 secondes pour être plus précis, du patient. La caméra est déjà en place et vous voyez en fait la première chose que l'on peut faire, c'est afficher la vue de la caméra, donc la texture fournie par la caméra, dans la vue 3D fournie par l'image médicale qui est autour. Et si on peut faire ça, on peut évidemment faire l'inverse. On peut afficher la vue 3D de l'image médicale dans la vue de la caméra. Pour réaliser ça, on détecte tout simplement la caméra dans la vue de l'imageur, on en extrait les propriétés de façon totalement automatique, c'est-à-dire son axe, et la calibration de la caméra est faite en avant. Donc on peut recaler de façon quasi parfaite, on a 0,5 mm de précision ici sur ce recalage initial, et on a donc à un moment T de l'opération, quand on a gonflé le patient et déplacé, on a un recalage automatique et quasi parfait à 0,5 mm de précision. Reste le problème, c'est que le chirurgien ne s'arrête pas là et il va commencer à bouger l'organe, à le déformer. On n'est plus dans des mouvements prédictifs, il faut suivre ce que fait le chirurgien en temps réel. Et c'est à ce moment-là précis que va intervenir l'analyse vidéo de la caméra. À l'origine de ce qu'on a fait, on est parti d'algorithmes dits de feature tracking qui consistent à déterminer dans l'image, vous voyez, des points que l'on détecte automatiquement avec le programme, qui sont reconnaissables par leur environnement, c'est-à-dire la texture qui est autour d'eux. On a amélioré ces algorithmes de base pour arriver à cet algorithme-là. C'est une amélioration de 300% en termes de détection de points, et ça marche en temps réel. Ça nous permet du coup d'avoir une énorme information en 3 dimensions, puisqu'en fait, lorsque l'on bouge la caméra, ça revient au même d'avoir plusieurs caméras. J'ai plusieurs angles de vue. Comme la caméra est calibrée, je peux avoir une distance de chacun des points en 3 dimensions. Alors, avec ces informations, on peut faire, comme vous le voyez ici, un recalage, plutôt un déplacement automatique des modèles virtuels. Ici, je n'ai aucun système de suivi sur ma caméra, je ne fais qu'une analyse de la vidéo. On en extrait les déformations sur la vue de l'image laparoscopique et j'applique les mêmes déformations. Ici, c'est simple, c'est simplement de la translation, de la rotation et de l'homothétie qui est appliquée, donc un zoom, qui va être appliqué sur le modèle virtuel en même temps qu'on voit cette modification appliquée sur le patient. Vous voyez ici, ça marche plutôt bien, mais c'est rigide. C'est rigide parce que pour l'instant, je n'ai toujours pas appliqué à mon modèle virtuel des possibilités de déformation. Donc on va lui appliquer ces possibilités en rajoutant des modèles mécaniques, et Stéphane Cotin présentera à ma suite en fait les travaux spécifiques dans ce domaine qu'il a majoritairement réalisés. Cette déformation temps réel est possible parce qu'on va rajouter à notre maillage des élastiques, si vous voulez, des ressorts entre chaque point du maillage, et on va donner des propriétés d'élasticité au tissu qui vont permettre, grâce à ça, de se déplacer. Il faut aussi prévoir les collisions, puisqu'un organe va pousser un autre, donc il faut qu'il puisse gérer tout ça. Et tout ça se fait en temps réel sur le moteur SOFA, qui est principalement développé par l'IRCAD, par l'INRIA. Au niveau maintenant de l'analyse d'image, eh bien, si on reprend les principes que je vous ai montrés précédemment, le feature tracking qui va détecter des points, comme on le voit ici, le maillage qui peut se déformer, les travaux réalisés par Stéphane Cotin consistent à dire je fais du feature tracking, j'analyse les points qui se déplacent et j'applique le même déplacement au maillage. C'est ce qu'on voit ici. Il vous montrera des vidéos beaucoup plus belles avec beaucoup plus de précision. Simplement, ce que j'aime bien montrer ici, c'est la limite actuelle de nos systèmes et c'est assez parlant. Vous voyez ici, on n'est pas parfait sur les bords pour une raison assez simple, c'est que l'élasticité du tissu qui est appliquée dans notre modèle virtuel n'est pas l'élasticité du patient. Et donc, il faudrait, pour éviter ces problèmes, au minimum, appliquer des élasticités qui viennent du patient.
Donc dans les perspectives, il faut qu'on bascule de notre cartographie actuelle qui n'est que géométrique à une cartographie préopératoire et donc une modélisation préopératoire qui ajoute l'élasticité propre au patient. C'est possible grâce à l'élastographie IRM qui va nous fournir cette cartographie 3D. Autre type de perspective, eh bien, c'est l'application de ce que je viens de vous montrer dans d'autres domaines. On a vu la chirurgie laparoscopique ici, on peut l'appliquer à l'endoscopie. Sachez qu'aujourd'hui, par exemple, au Japon, plus de 50% des retraits de tumeurs de l'estomac sont faits en endoluminal, c'est en passant par la bouche, en descendant l'œsophage et en retirant la tumeur de l'intérieur. Il n'y a plus aucune cicatrice, on retire simplement la tumeur de l'intérieur. Alors je dis simplement, ce n'est pas simple techniquement. Et là, on peut fournir une assistance péropératoire grâce à ce genre de système. On va rajouter un tracking temps réel de la sonde flexible, l'endoscope flexible, grâce à des systèmes électromagnétiques. Alors c'est aussi un type d'imagerie, l'électromagnétique finalement, qui peut être utilisé pour suivre l'instrumentation. Une application concrète qui va être très importante, c'est ce qui est en cours de développement dans une thèse qui est co-encadrée par Nicolas Yash et moi-même, qui consiste, comme vous le voyez ici, à assister pour les gestes quotidiens, une simple navigation dans l'œsophage pour faire des biopsies. Il faut savoir qu'il y en a plus de 2 millions par an en France. Eh bien, ce geste quotidien pose un problème. Le gastro-entérologue fait une première navigation, va faire des biopsies, il retire son endoscope, il demande une analyse et quelques mois après, il doit revenir sur les sites où on a trouvé des tumeurs. Mais où sont ces sites? Eh bien, vous voyez, le système ici y répond, puisqu'il enregistre en temps réel la position de la sonde et les sites de biopsie. Et vous voyez, en blanc, c'est l'enregistrement du point 1. Là, on va cliquer, on va enregistrer le point 2, etc., etc. Et ensuite, ce qui est très intéressant, c'est que le logiciel va fournir immédiatement un rapport, ce que l'on voit ici. On a un rapport qui est fait automatiquement de la localisation de chacun des sites de biopsie, ce qui va permettre à l'ANAPAD de nous dire c'est le site numéro 2, le site numéro 5 qui est tumoral. Et quand on va revenir 3 mois après, le logiciel va nous guider sur le même site grâce à la mise en correspondance, c'est-à-dire au recalage, de l'image faite 3 mois avant avec la nouvelle image faite en temps réel pendant la seconde intervention. Alors ça a l'air de rien, mais ce petit geste, qui est un geste quotidien, est toujours une vraie difficulté dans le suivi tumoral, et c'est un des éléments prédéterminants, nous le pensons tous, et notamment au niveau de l'ARC, l'Association de recherche contre le cancer, de l'amélioration du suivi thérapeutique des patients atteints de cancer, à la fois évidemment dans l'œsophage, dans l'estomac et dans le côlon. Autre élément important, la visualisation, Nicolas en a déjà parlé, petite vidéo juste pour vous illustrer ce que ça va donner. Et d'ailleurs, après la séance, si vous voulez demander, on a la chance d'avoir 2 personnes d'alloscopie qui ont amené avec eux en plus la tablette 3D. Ça, c'est une illustration pour vous montrer ce que ça donne en termes d'effet. Mais aujourd'hui, on travaille dans le cadre d'un projet qui s'appelle 3D Surge, qui est en cours d'instruction et qui va commencer en fait au mois de septembre, à développer tout un système d'écran autostéréo, 8 angles de vue sans lunettes pour le chirurgien. Et vous voyez, le principe, c'est d'arriver à la fois à avoir cette vue qui sort de l'écran, mais aussi à interagir sur cette vue. C'est un vrai élément de recherche, l'interaction. Nicolas en a parlé en parlant d'Olivier Klatz avec la société Therapixel. C'est un élément prédéterminant parce qu'on ne pourra pas réussir à bien exploiter ces images si on n'associe pas à ça une bonne interaction 3D. Autre élément important, les lunettes de réalité augmentée. Nicolas Yash a parlé des Google Glass. Là, vous voyez ici d'autres types de lunettes, et notamment 2 lunettes françaises. Il n'y a pas que des lunettes chez les Américains. On a 2 sociétés en France, Optinvent et Laster Technologies, qui développent aussi des lunettes de réalité augmentée et qui réellement sont beaucoup plus adaptées au bloc opératoire que les Google Glass, qui n'affichent finalement qu'un petit écran en haut et qui ne permettent pas de mélanger la vue virtuelle avec la vue réelle dans la vue directe. Donc si le chirurgien voudrait utiliser une Google Glass pour faire de la réalité augmentée, il devrait opérer en regardant comme ça, vous voyez, c'est pas très pratique. Alors que là, avec ces lunettes, on a vraiment la vue directe, ça donne ça concrètement. Vous voyez ici des tags qui vont permettre de faire du recalage. Et voilà ce que l'on voit avec les lunettes, on filme avec un smartphone. Voilà ce que l'on voit directement dans notre vue, cette mélange d'informations virtuelles avec la vue réelle. Il faut imaginer demain, à la place du tag, le patient, et à la place de la voiture, ses organes. C'est réellement ce qui sera développé dans le cadre à nouveau de ce projet 3D Surge. Donc je pense que vous l'avez compris, la réalité virtuelle et la réalité augmentée vont être des outils principaux et majeurs de la chirurgie de demain. Et je vous remercie pour votre attention.